Le libéralisme et le conservatisme sont deux familles de pensée qu'a priori tout oppose. L'un prône la liberté individuelle, l'émancipation, l'arrachement aux appartenances. L'autre est attaché à l'ordre, à la tradition, au primat de la société sur l'individu. Pourtant, ces deux traditions ont su se concilier, notamment à travers des penseurs brillants comme Edmund Burke ou Raymond Aron. À l'heure où, dans nos démocraties, l'aspiration à l'ordre et à l'autorité n'a jamais été aussi forte, mais aussi où semble souffler un vent de liberté, peut-être faut-il reconsidérer cette articulation entre liberté et conservatisme. Eh bien, pour en débattre ce soir, j'ai invité deux des plus éminents représentants de ces deux courants dans la jeune génération, le philosophe Gaspard Koenig et la philosophe Laetitia Strauch-Bonnard. Bienvenue dans le dernier club figaroïdé de la saison. Et bienvenue dans le club Le Figaroïdé. Je vous présente Laetitia Strauch-Bonnard. Vous êtes essayiste et philosophe. Vous avez participé à de nombreux journaux dans les rubriques Débat et Idées, notamment L'Express et Le Point. Vous êtes l'auteur de la France, ce pays que l'on croyait connaître, chez Perrin, et aussi dernièrement La Gratitude, aux éditions de l'Observatoire, une sorte de manifeste conservateur, on peut le dire. En tout cas, vous définissez ce que pour vous représente le fait d'être de droite. Et notamment dans cette notion de gratitude que peut-être vous allez nous expliquer, un rapport non seulement au passé mais à la vie et à la société très marqué. Gaspard Koenig, bonsoir, vous êtes libéral, vous êtes fondateur d'ailleurs, vous avez été fondateur du think tank Génération Libre, mais vous êtes aussi un libéral qui s'intéresse à l'écologie, puisque vos deux derniers livres, votre roman j'allais dire Humus, non, c'est pas c'est Humus. C'est pas quand. Humus est vraiment un roman génial que je recommande à nos téléspectateurs qui se situe dans le cadre du militantisme écologique. Et à chaque fois, vous accompagnez un roman d'un essai. Et l'essai qui l'accompagne, c'est Agrophilosophie, où vous vous demandez comment on peut réconcilier justement le souci de la nature et la liberté et le libéralisme. Et on va sans doute en parler. Mais pour poser le débat ce soir, je voudrais à chacun vous demander quelle est votre définition du libéralisme ou du conservatisme, puisque vous vous attachez chacun à ces deux familles de pensée. Et peut-être que je vais commencer par vous, Gaspard Koenig. En quoi vous vous dites libéral? Qu'est-ce que pour vous la définition du libéralisme? Alors d'abord, je ne me le dis plus parce que je vois que c'est comme les sols. Le mot est tellement pollué dans le débat public. Il est tellement parti dans tous les sens dans les 50 dernières années qu'il est quasiment irrécupérable. Il y a un philosophe belge qui m'avait dit, tu sais, en fait, si tu défendais toutes tes idées sans parler de libéralisme, les gens t'adoreraient. Il y a le revenu universel, il y a l'autonomie locale, il y a la transition agroécologique. Et puis alors, dès qu'on met le mot libéral, ça part dans tous les sens. Aux États-Unis, c'est de gauche. En France, c'est quand même plutôt de droite. Ensuite, on considère que c'est quelque chose d'économiciste ou pas, alors que c'est une grande philosophie politique. Il y a les libertariens qui arrivent là-dessus, il y a ceux qui parlent d'ultralibéralisme ou de néolibéralisme, et donc il faut bien avouer qu'on est paumé. Alors Foucault, je trouve, fait le meilleur travail de définition dans la naissance de la biopolitique, et je pense que globalement on peut distinguer la famille des libéraux classiques qui part chez les anglo-saxons d'un côté, Burke, et qui se noue avec les conservateurs, et chez les Français, les gallicans, comme dit Hayek, de l'autre côté, qui donnent un rôle assez fort à l'État pour émanciper l'individu, c'est un peu la doctrine révolutionnaire. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, dans l'histoire française, il y a un vrai lien entre liberté individuelle et État. C'est l'État qui casse les corporations, qui casse les privilèges, qui donne des droits, qui défend la propriété, qui défend la liberté d'expression, qui organise le cadre politique et institutionnel. Et puis, il y a les libertariens, qui est une sorte de déviance des années 70, qui était ultra minoritaire jusqu'à aujourd'hui, et qui considèrent que finalement il y a besoin, pour aller très très vite, parce que là aussi il y a beaucoup de familles, des libertariens, que rien d'autre n'importe sinon le droit de propriété et les échanges contractuels. Et les néolibéraux, c'est quelque part l'économicisme dans lequel nous sommes, qui voudrait que tout soit efficient, et où là aussi il y a une très forte connexion, qu'on pensait par Foucault, entre une bureaucratie d'État et un monde économique qui fonctionne sur le principe de la valeur d'utilité. Et puis, il ne faut pas oublier les libertaires, quand même, dans la grande famille des libères. Moi, je pense que l'horizon du libéralisme un peu pur que je défends, c'est l'anarchisme. L'anarchisme, c'est l'idéal, en fait. C'est peut-être pour un peuple de Dieu, comme dit Rousseau, auto-organisé, sans aucune autorité,
mais c'est un bel idéal dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui et qui pourtant continue d'entretenir la pensée pour ce qui concerne ma vision de la société, qui permet aussi beaucoup de rapprocher libéralisme et écologie. Il y a beaucoup de liens, en fait, quand on lit les penseurs anarchistes de Reclus à Bookchin, entre une vision très exigeante de la liberté humaine et un sentiment d'appartenance à la nature. Donc maintenant, j'ai totalement embrouillé le débat. Je peux vous dire ma définition à moi du libéralisme, celle que je défendrai, qui est vraiment ancrée chez John Stuart Mill et Tocqueville. C'est l'idée de préserver en tout à chacun un droit à l'errance. Que dans une société, on puisse avoir regroupé des individus les plus variés, les plus différents, les plus hétérogènes possibles. Et quelque part, c'est peut-être ça le chemin de la civilisation, quand elle sort de l'esprit tribal, comme disait Vargas Llosa, c'est que les individus se regroupent bien sûr en collectif, peuvent se regrouper en commun d'ailleurs, mais ils sont aussi singuliers que possible. Ils peuvent développer des choses qui leur sont uniques. C'est en cela, par exemple, que mon libéralisme s'oppose très fortement à tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Oui, on Il y a tendance à homogénéiser les choses. Voilà. Et Stuart Mill comme Tocqueville sont deux penseurs qui mettent en place des institutions pour lutter à tout prix contre la tyrannie de la majorité, contre l'idée que la majorité va imposer ses valeurs, son mode de vie à tout le reste de la société. Ils trouvent que c'est ce qui est pire, c'est ce qui étouffe la créativité. Et là, on ne parle pas d'économie, on parle chez John Stuart Mill vraiment de... Et John Stuart Mill est un vrai progressiste à l'époque. C'est lui qui se bat contre l'esclavage. C'est un des premiers à se battre pour le droit des femmes. Bref, pour défendre à chaque fois la particularité de ceux qui sont le plus éloignés de la représentation majoritaire. Laetitia Stroche-Bonnard, même question. Vous, comment vous définiriez le conservatisme ? Alors d'abord, je voulais dire que je voulais dire aussi que c'est une étiquette trop compliquée, qu'il y en a plusieurs et que vous ne vous reconnaissez pas. Avant cela, je voulais dire que je rejoins tout à fait Gaspard Koenig quand il fait l'éloge de la singularité. Donc on peut être conservateur et respecter et vouloir développer la singularité humaine. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Comme Gaspard, de même, le terme, je reconnais que le terme de conservateur n'aide pas. Alors contrairement à lui, je continue de l'utiliser. Je me dis conservatrice ou libérale conservatrice, que je pourrais expliquer tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que même si je suis mal comprise ou si parfois on m'identifie à des idées qui ne sont pas les miennes, cela correspond à mon identité. Voilà. Alors je ne passe pas mon temps à en parler, mais dans ce livre, par exemple, La gratitude, j'ai voulu expliquer ce que ça voulait dire. Alors, qu'est-ce que le conservatisme selon moi ? Alors déjà, il n'y aurait pas de conservatisme sans libéralisme. Le conservatisme est né après les grandes révolutions en Europe qui ont fait émerger un nouveau type de pouvoir qui n'était plus légitimé par le divin, mais par l'individu et ses droits. Donc ce qui est vraiment important, et c'est pour ça que j'ai peut-être une définition un petit peu différente de Gaspard du libéralisme, dans le libéralisme, il y a plusieurs éléments. Il y a la séparation entre l'Église et l'État. Il y a la sécularisation du pouvoir, il y a la défense de la raison, il y a la défense de la science, il y a en quelque sorte une mise à distance d'un certain nombre de sphères, de l'ordre de la religion, de la tradition, des mœurs, de la politique, et on considère que, il faut les laisser plus ou moins séparés pour pouvoir vivre ensemble, sachant que nous sommes différents les uns des autres et que pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de principes politiques, il faut mettre à distance un certain nombre d'identités singulières ou tribales. Alors les conservateurs ont dit, au moment notamment de la Révolution française, et le premier d'entre eux, Edmund Burke, l'a fait par l'intermédiaire de son livre « Les réflexions sur la Révolution de France », les conservateurs ont dit « Oui, très bien, nous sommes des libéraux. » Burke était un libéral, il siégeait parmi les Whigs au Parlement. Oui, mais attention, ne détruisez pas tout. Et il est important d'abord d'aller lentement quand on veut changer une société, parce que la rupture, la révolution est quelque chose qui peut heurter, et l'instabilité est quelque chose qui peut causer plus de dégâts que l'ordre qu'on voudrait mettre à bas. Il dit oui, mais en disant aussi, oui, on accepte l'avènement de l'individu, mais attention, un individu sans tradition, sans société civile, sans nation, sans mœurs communes, sans religion,
eh bien, n'est pas un vrai individu. Et il y a une tentative de conciliation chez les conservateurs entre l'individu et la société, entre la tradition et la modernité, entre l'individu et la nation, entre ces termes que beaucoup de personnes estiment contradictoires. Je sais que beaucoup de libéraux les estiment contradictoires, beaucoup de conservateurs, de purs conservateurs les estiment contradictoires. Pour ma part, je m'inscris dans une tradition qui existe, qui a existé et qui estime que les deux s'enrichissent mutuellement. Alors je voulais revenir sur ce qu'a dit Gaspard Koenig sur la singularité et le fait que finalement les groupes dans une société, et le plus grand groupe dans une société étant celui de la majorité, les groupes écrasent l'individu. Eh bien, ma conviction, c'est que certes, le groupe contraint, mais le groupe soutient aussi. Le groupe protège. Donc tout ce qui est perdu en termes d'émancipation personnelle à cause du groupe, pour moi, eh bien, est récupéré ou gagné en termes de soutien. Et d'ailleurs, le groupe n'est pas forcément l'État. C'est-à-dire que le conservatisme que je défends, c'est celui d'une société civile vivace. Les conservateurs et les libéraux sont tous méfiants à l'égard d'une emprise de l'État qui serait trop importante. Mais là, je pense, où on se distingue, Gaspard et moi, c'est que je suis attachée à l'existence de mœurs communes, à l'existence de la transmission de ces mœurs. Je ne dis pas qu'elles doivent être exactement les mêmes chez tout le monde, mais tout de même, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Et paradoxalement, dans les mœurs communes de nos sociétés, il y a les mœurs libérales. Et c'est là aussi un paradoxe du libéralisme, qu'il est quand même fondé sur l'histoire d'une culture particulière. Bien sûr, c'est ce que je voulais demander d'ailleurs à Gaspard Koenig. Est-ce que si tout le monde est anarchiste, le monde ne devient pas invivable? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est pas C'est génial. C'est génial. Non mais il y a plein de petites communautés. Un anarchiste, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça devient compliqué. Est-ce que l'anarchiste n'a pas besoin, paradoxalement, d'être une singularité, et que si on est anarchiste en masse, la société finit par s'effondrer? Et est-ce que le libéralisme n'est pas aussi effectivement le produit d'une culture particulière, la culture occidentale, qui a été fondée sur une religion, le christianisme puis le protestantisme? Est-ce qu'on peut faire abstraction de tout ça pour dire finalement c'est un cadre universel? Alors plusieurs choses. D'abord, si on parle de l'anarchisme, David Graeber, qui est un de ses plus merveilleux représentants, dont je conseille de lire vraiment tous les livres, pour moi le plus grand penseur du début du XXIe siècle, explique bien dans un de ses derniers livres que, en fait, il y a toujours eu des communautés démocratiques. La démocratie, le désir de démocratie, c'est-à-dire de décisions communes et consensuelles, on ne parle pas de vote majoritaire, est vraiment un élément, c'est un anthropologue, un élément anthropologique absolument fondateur et qu'on le trouve absolument partout. Dès qu'il y a un interstice en fait dans une société, dès qu'il y a quelque chose qui branle un peu, qui chavire, ou même une catastrophe naturelle, on voit se recréer ces phénomènes consensuels. Et que justement l'Occident a, enfin ceux qui se définissent comme occidentaux, parce que lui conteste beaucoup cette définition, l'idée même d'Occident, ont en fait plaqué leur propre philosophie politique sur des inspirations qui étaient des inspirations qui venaient des communautés premières. Et il montre très bien comment, au XVIIIe siècle, les grands penseurs des Lumières, en fait, s'inspirent réellement des peuples qu'on découvre, notamment en Amérique latine. Bon, c'est un peu une parenthèse. Pour revenir à ce que disait Laetitia, effectivement, là, elle touche un point très juste, mais qui, du coup, je trouve, devient un peu contradictoire avec la suite de son discours, c'est que l'idée phare, c'est de séparer le droit et la morale. Et de dire, ça n'enlève de légitimité ni à l'un ni à l'autre. Il y a des questions que le droit, et c'est le principe des constitutions de Benjamin Constant, il y a des principes que le droit, la délibération collective ne sont pas faits pour régler. Ça regarde les individus. Mais les individus peuvent ensuite se convaincre les uns les autres. Et il y a plein de débats en fait qu'on n'aurait pas si on distinguait le droit et la morale. Prenons quelque chose de très simple et d'un peu trivial, la légalisation du cannabis. Si c'est une question de droit, on dit mais attendez, tant que vous ne portez pas dommage à autrui, il n'y a absolument aucune raison que la société vous l'interdise. En revanche, vous pouvez, dans la sphère civile, c'est ce que disait d'ailleurs Tocqueville sur l'alcool, donc c'est vraiment des parallèles qu'on peut faire, dans la sphère civile, là, bien sûr, on peut militer pour, contre, dire que c'est mauvais pour l'intellect, que c'est une facilité, que c'est une addiction, mais distinguer le droit et la morale, ça permettrait d'évacuer énormément, en fait, de catharsiser énormément de débats et de les mettre dans la sphère de la société civile. Et c'est pareil d'ailleurs sur la laïcité. Et dernière chose sur Burke, parce que c'est quand même assez intéressant, quand Burke écrit ses réflexions sur la Révolution de France en, je crois, 1790, lui répond en 1791 Thomas Paine,
qui écrit Rights of Man, les droits de l'homme. Paine, personnage fascinant qui participe aux 2 révolutions, et américaine et française. Et ce même Paine, quelques années après, dans la justice agraire, va faire naître, pour la première fois dans l'histoire des idées, le concept de revenu universel, qui est en fait un concept extrêmement libéral, c'est-à-dire qu'on donne aux gens de quoi survivre. On dit finalement, on vous a privé de l'égalité originelle avec nos sociétés. Et bien pour compenser ça, on va donner à chaque individu de quoi survivre, de même que dans un groupe. Dans une communauté, on ne laisse jamais personne, on ne laisse pas un handicapé, on ne laisse pas un enfant, on ne laisse pas une vieille dame sur le bas-côté. Le groupe s'arrange pour les prendre en charge. Et si on calque ça sur l'organisation centralisée de nos sociétés, ça donne une forme de revenu universel qui justement libère énormément l'individu et lui permet d'expérimenter sa propre voie et de faire ses propres erreurs et de retomber sur ses pieds, de ne pas être abandonné. Donc, et on voit bien que ce n'est pas pour lui une question là, d'être pris en charge par un petit groupe, et ça, c'est vraiment une question de justice. Il dit bien c'est une question de justice, ce n'est pas une question de charité. Donc on voit très bien comment à Burke, qui parle des communautés, des petites communautés, des platoons, Paine répond avec une mesure à la fois très individualiste et très forte, je pense, pour l'ensemble de la société, et qui va dans le sens, pour moi, effectivement, de l'émancipation et, j'ose le dire, d'une forme de progrès. Paine dit que ça serait le dernier chapitre à ajouter à la Déclaration des droits de l'homme, et j'espère que ça sera fait un jour. Enfin, sur les communautés, on peut ensuite, bien sûr, partir du principe, une fois qu'on a tous ces instruments d'émancipation, légaux et sociaux, le droit à la liberté d'expression, la fin des corporations, la possibilité de faire le métier de son choix, le revenu universel, etc. Après, bien sûr qu'on va intégrer des communautés, l'homme est fait pour être social, mais ce seront des communautés choisies, des communautés probablement mobiles et des communautés probablement très différentes les unes des autres. Est-ce que ce ne sera pas la victoire totale du marché, justement, sur les appartenances Ça n'a rien d'économique, c'est politique. Non, mais si les individus sont détachés des bodades, logiquement, est-ce qu'ils ne vont pas se reconfigurer selon des logiques de marché et pas des logiques, finalement, de communautés qui se transmettent et qui ne se choisissent pas? Je pense qu'au contraire, ce qu'on voit apparaître, d'ailleurs, partout sur notre territoire, dans les associations, et je crois qu'il y a 2 millions d'associations en France, dans les petites villes qui essayent de mettre en place des procédures participatives plus ou moins autonomes, c'est tout le contraire. C'est justement un regroupement politique qui se fait. Et si ça se Roche-Baudard sur... Alors, je voulais répondre sur plusieurs points. D'abord, sur la distinction entre le droit et la morale. Je la défends, mais elle est quand même très largement théorique. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dans notre société qui sont quand même un mélange des deux ou à la frontière des deux. Tout ce qu'on appelle les sujets de société, par exemple, sur lesquels parfois on se trouve obligé de légiférer parce que la société change ou bien qu'il y a des revendications. Et ce qui est compliqué dans ces sujets-là, c'est que quand l'État légalise, d'une certaine façon, il autorise. Alors, vous me direz, moi non, pas du tout. C'est pas parce que l'État fait quelque chose qu'il l'avalise. Je pense tout de même que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de citoyens, cela revient à cela. Ça revient à dire, ceci est bon. Donc je suis d'accord avec vous que le juste et l'injuste sont la matière de la politique, mais nous restons quand même tous imprégnés de morale au point où nous ne pouvons jamais évacuer complètement la question du bon et du mauvais. Mais justement, par ailleurs, sur la morale et sur les mœurs, c'est quand même difficile aussi d'imaginer une société absolument immorale ou amorale ou dont les mœurs seraient complètement instables ou que sais-je, qui puisse ensuite faire société et construire une communauté politique digne de ce nom. Et ça, c'est une position très conservatrice, de dire il faut tout de même qu'il y ait un certain nombre de principes. Burke parle de vertu, pour que... La vie bonne, en fait, ce qu'on appelle la vie bonne. Parce que les conservateurs ont une vision de la politique qui reste arrimée à la question du bien. Mais j'ai conscience que, finalement, les libéraux ont gagné sur ce point dans la mesure où ils ont réussi à fabriquer une politique où la question du bien n'est plus centrale. On parle beaucoup plus du juste et de l'injuste. Alors, sur Burke et les petites platoons, les petites sections de la société, les petites communautés, eh bien, vous expliquez que, finalement, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est l'émancipation de ces communautés, qu'un revenu universel, par exemple, c'est bien préférable au fait de devoir compter sur ses proches. C'est pas incompatible ni exclusif. Alors, ça n'est pas incompatible ni exclusif, mais la différence, quand on compte sur ses proches, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un fardeau, mais c'est aussi une occasion d'attachement. Et finalement, c'est l'occasion de liens, d'affection, d'amitié et d'amour.
qui se crée. La famille, c'est ça. On pourrait très bien dire demain, bon, écoutez, la famille, ça ne sert pas à grand-chose. On va subventionner les mères qui ont des enfants. Et puis comme ça, c'est très bien, les mères célibataires pourront faire des enfants avec qui elles veulent. Et puis, mais parlons de la famille. C'est une très bonne idée, parlons de la famille. C'est un bon exemple. Et on pourra dire, la famille, qu'est-ce que c'est ? C'est une unité de coopération économique, après tout. Bon, il suffit de s'assurer que les parents ou la mère seule a suffisamment pour que tout aille bien. Mais vous voyez bien que ça donne une vision de la famille qui est profondément inhumaine. Il y a oui, juste sur la famille, mais court, après, parce que je voudrais poser une question sur... Oui, la famille est un très bon exemple, parce qu'aujourd'hui... Juste pour terminer... On est terminé, Laetitia. Je pense que finalement, ce qui nous distingue, c'est la définition de la liberté. C'est que la liberté, pour Gaspard Koenig, c'est l'émancipation. La liberté, pour moi, c'est le fait de pouvoir maîtriser son destin personnel et collectif. Ça n'est pas exactement la même chose. Alors, donc, liberté, on le fera juste après. Il y a beaucoup de l'exemple de la famille est intéressant, puisque aujourd'hui, de tout le problème, moi, je suis, à titre personnel, d'abord très attaché à ma famille. Enfin, c'est pas parce qu'on défend des droits individualisés qui auraient aujourd'hui d'énormes conséquences. Le RSA est conjugalisé. C'était tout le débat sur les allocations handicapées, de savoir si le conjoint était riche, est-ce que l'autre pouvait l'avoir. Donc on peut avoir des droits qui sont individualisés. Je souhaite qu'on puisse payer, chacun puisse payer son impôt, plutôt que tout soit regroupé dans un foyer fiscal, et néanmoins attacher une immense valeur morale, personnelle, qui du coup n'est plus du domaine légal, à sa propre famille, et faire l'éloge de tel ou tel modèle, et y compris d'un modèle extrêmement traditionnel. Mais aujourd'hui, le fait que la notion de famille soit codifiée par l'État, dans le Code civil, c'est ça qui crée de la violence. Pourquoi est-ce qu'on doit se marier devant le portrait du président de la République en France ? Pourquoi est-ce que c'est le maire, représentant de la collectivité, qui nous donne nos droits et nos devoirs ? Quand on a légalisé le mariage gay, ça a été toute une histoire en France. Il s'est passé exactement la même chose au Royaume-Uni quelques années auparavant. C'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi ? Pas parce que les Anglais sont plus progressistes ou plus non, mais simplement parce que c'est une affaire privée. Parce qu'en Angleterre, on peut se marier au pub avec un officier d'état civil et que ça n'est pas cette définition-là n'est pas assumée par l'ensemble du corps social. Et là, vous vous dites, ah oui, mais justement, ces valeurs communes créent de l'ordre. Je pense que justement, elles créent du désordre. Quand on essaye d'imposer des valeurs à des gens qui n'en veulent pas forcément, on crée constamment du conflit et des tensions. Quand on distingue bien ce qui est du ressort de ce que disait Stuart Mill, la non-agression, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre en commun sans se marcher sur les pieds, de ce qui est ensuite l'attachement personnel et moral, on fluidifie considérablement les choses, on apaise considérablement les choses, et cet exemple du mariage homosexuel en est un particulièrement frappant dans les deux pays. Je voudrais qu'on avance dans l'émission, parce que j'ai plein de questions à vous poser, et c'est vrai qu'on peut partir évidemment dans tous les sens. Je voudrais qu'on aborde juste la question peut-être des libertariens, qui sont un mouvement aujourd'hui qui a un peu le vent dans le dos, notamment aux États-Unis, mais aussi en Argentine, avec le président Javier Milei, qui, avec sa tronçonneuse, veut supprimer, enfin en tout cas réduire le périmètre de l'État. Alors après, il vient d'un pays où l'État avait énormément d'importance. C'est aussi, il faut le situer de façon historique, suite au péronisme. Mais comment vous interprétez-vous cette émergence du libertarisme, libertarianisme, je ne sais pas comment l'appeler, ces dernières années? Est-ce que ça traduit, selon vous, aussi peut-être une fatigue par rapport à la bureaucratie qui écrase beaucoup de choses? Est-ce qu'il faut voir, il faut voir un mouvement aussi encouragé par la Silicon Valley pour créer une forme de jungle dans le numérique? Comment vous lisez la popularité de ce mouvement libertarien? Alors, déjà, il n'est pas nouveau, il existe depuis quelques décennies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle davantage. C'est dû quand même à certaines figures emblématiques. C'est-à-dire que vous avez cité Milei, que moi je considère plutôt comme un anarcho-capitaliste, mais bon, disons qu'il est dans la grande famille des libertariens. Vous avez cité Musk, qui ne parle pas tant que ça du libertarianisme, mais qu'on peut aussi associer à cela. On voit une photo aussi de Peter Thiel, donc qui est proche d'Elon Musk, qui est un investisseur très connu, qui a été proche de Trump, l'a été moins, et puis il est à nouveau. Enfin, bref, oui. Alors, en plus, tout ce groupe est adossé à une vision assez technologique de l'être humain et de la société, qui personnellement m'effraie beaucoup. On a peut-être des points communs là-dessus. Mais si vous voulez, j'hésite entre, parfois le sentiment que tout cela est quand même un petit peu de l'ordre du spectacle,
Et puis aussi un constat que oui, ils ont une influence, il y a une demande disons, de moins d'État, de moins de bureaucratie. Milei me semble être le plus sérieux d'entre tous. Mais regardez ce qui s'est passé avec Elon Musk et le Doge. C'était quand même une mascarade. Et c'est aussi le drame de notre époque, où finalement la politique se fait essentiellement par la communication. On annonce énormément de choses, on fait le show sur un réseau social en plus qui vous appartient, et puis ensuite on ne fait rien. Donc il y a quand même une crise de la puissance publique aujourd'hui, mais ces gens-là l'alimentent avec des discours qui prétendent lutter contre elle. Donc voilà, et je pense pour finir que ça reste un phénomène très américain. Javier Milei fait des choses quand même en Argentine. Milei, je mets Milei à part. Parce que, alors lui, en effet, il a annoncé des choses de façon assez fracassante. Il les fait aussi. Et ce qui est intéressant chez Milei, contrairement aux autres, c'est qu'il est très cortiqué. Il a lu les auteurs libéraux, il les connaît. C'est un économiste. Oui, enfin, moi, je trouve ces discours quand même extrêmement basiques, quoi, sur ces gens du Rosbart. C'est possible, mais si vous voulez, si on le compare à Elon Musk ou aux autres qui n'ont même pas de discours intellectuel ou de pensée vraiment organisée sur le sujet, oui, il me semble être le plus sérieux. Mais vous l'avez très bien dit, ça reste quand même un cas particulier. L'Argentine, tout de même, oscille constamment entre un extrême et un autre. Oui, mais c'est peut-être plus proche de la France que les États-Unis. C'est-à-dire que dans la socialisation de l'économie et dans le poids de l'État... Oui, alors, c'est possible. C'est vrai que c'est difficile de trouver à raboter dans le budget américain parce qu'il est déjà, par définition, très maigre. En France, je pense qu'on trouverait de quoi passer la tronçonneuse, mais bon. Je suis d'accord. Après, on n'est pas obligé d'utiliser la même métaphore. Gaspard Koenig, sur ce mouvement libertarien. Moi, je pense que d'abord, ça montre quelque chose d'assez rassurant pour nous autres intellectuels, c'est que les idées mènent le monde. C'est Keynes qui disait que quand un homme politique semble avoir une idée complètement farfelue, il y a probablement un économiste mort depuis 30 ans qui l'avait formulée dans son coin. C'est exactement ce qui se passe, puisque les libertariens étaient un mouvement complètement périphérique dans les années 70-80 avec Nozick, puis Rothbard. Maintenant, il y a des left libertarians. Enfin, tout ça était complètement picrocolin. Et puis, en fait, tout d'un coup, on s'aperçoit que ces tronçonneuses qui arrivent sur la scène politique, ça vient quand même de là. C'est-à-dire que c'est des mouvements intellectuels qui passent en souterrain, comme l'eau. C'est des fleuves qui se mettent dans des nappes, qui attendent un peu longtemps, puis qui rejaillissent, qui a une résurgence, et puis tout d'un coup, pouf, vous voyez, ça advient. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une espèce de logique historique derrière tout ça. Moi, les libertariens, je les ai bien connus à une époque, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est un vrai mouvement d'idées qui peut être assez fascinant, surtout pour des jeunes, parce que c'est un peu les trotskistes du libéralisme. Oui, c'est-à-dire c'est très fermé, c'est des systèmes logiques, tout est droit de propriété, tout s'échange. On peut aller très très loin. Le fils de Friedman proposait de privatiser le système légal. Alors chacun aurait son propre code légal, et quand il y aurait un conflit entre deux parties, il y aurait un arbitre entre ces deux différents codes. Alors là, on imagine que l'IA pourrait rendre tout ça très fluide. Donc, mais je veux dire, c'est un côté assez marrant. Enfin, c'est un vrai système. Un côté utopique, en fait. Utopique avec une vraie vision de la justice aussi. C'est pas d'horrible à la base. C'est pas d'horrible cynique. C'est des gens qui essayent de réfléchir au bien des individus, de la société. Après, je pense que c'est très limité quand même intellectuellement parce que ça prend pas du tout en compte l'anthropologie, l'histoire. Enfin, c'est vraiment un mouvement presque purement logique, en fait, qui prend pas vraiment en compte la dimension même psychologique, humaine des choses. Et puis qui, alors, sur le plan écologique, est nul. Nul, parce que comme le droit de propriété est le fondement de tout, la tronçonneuse de Milei, elle tronçonne aussi les arbres de la forêt amazonienne, puisque le droit de propriété, il inclut l'abusus, le fait de pouvoir tout détruire, avec cette quand même l'idée de la superpuissance humaine. Et ça, je trouve qu'à notre époque, c'est dramatique, c'est impardonnable, et c'est pour ça que les discours de Milei sont des discours, en fait, des années 80, qui, moi, me paraissent très ringards, très obsolètes aujourd'hui. Après, pourquoi ils arrivent maintenant ? Et là, je pense qu'effectivement, pour le coup, ça reflète l'hyper-bureaucratisation du monde, que le mot même David Graeber avait très bien analysé dans un livre qui s'appelle L'utopie des règles, en disant cette bureaucratisation, c'est un projet, c'est un vrai projet politique et social, c'est pas la mauvaise volonté de fonctionnaires qui nous emmerdent avec des règles. D'ailleurs, ça s'étend aussi au secteur privé, tous ceux qui travaillent en entreprise, je pense, savent ce que c'est qu'un process. Et nos vies, nos existences sont structurellement bureaucratisées. Et c'est vrai que face à cet excès-là, on comprend l'excès inverse. D'arriver avec la tronçonneuse, alors c'est évidemment pas une solution de tout casser, d'ailleurs ça se passe mal parce qu'ils n'y arrivent pas.
Néanmoins, ça montre un vrai problème sur lequel on peut élaborer, je pense, ensuite des stratégies politiques plus fines que la tronçonneuse. Et il y a un angle que je voudrais aborder avec vous qui me semble central dans ce débat entre liberté, conservatisme et libertarianisme, c'est la question de la liberté d'expression. On a eu J.D. Vance, le vice-président américain, qui est plutôt conservateur, on peut le dire, qui se rattache plutôt à la famille de pensée conservatrice, voire même peut-être réactionnaire, qui a fait un discours à Munich en février dernier où il a enjoint les pays européens à avoir davantage de liberté d'expression. Il a critiqué l'Europe pour d'avoir abandonné la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? Est-ce que vous pensez qu'il sonne juste? Et en quoi être conservateur aujourd'hui, c'est aussi défendre la liberté d'expression? Alors, j'ai apprécié ce discours. J'ai trouvé complètement inattendu. Et je trouvais bien qu'il nous rappelle aussi que, voilà, nous, en Europe, nous avons du travail à faire aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre temps à critiquer les États-Unis. Nous avons aussi à défendre un certain nombre de libertés, dont la liberté d'expression. Il a aussi parlé de l'immigration, et là j'étais un peu plus d'accord avec lui d'ailleurs que sur la liberté d'expression, parce qu'il disait, voilà, vous avez un enjeu aujourd'hui sur ce sujet, vous ne le prenez pas au sérieux. Sur la liberté d'expression, comment dire, j'ai un sentiment mitigé, parce qu'il faut quand même replacer ce débat dans le contexte de nos deux continents. La liberté d'expression aux États-Unis ne se définit pas exactement comme chez nous. Et nous, en Europe, nous avons une tradition de la liberté d'expression qui est plus ancienne, finalement qui est plus complexe et je pense qui est meilleure, au sens où ça fait bien plus longtemps que les Américains que nous avons dû essayer de réfléchir à la conciliation d'intérêts opposés, c'est-à-dire les intérêts de ceux qui veulent s'exprimer et puis les intérêts de ceux qui peuvent être offensés, gênés et vexés par un discours. Et ça a commencé très tôt, dès le XVIIe siècle. Avec les guerres de religion. Mais voilà, et il y a les guerres de religion et puis il y a de premiers écrits qui d'abord parlent de la liberté d'expression dans la religion. On oublie que l'écrit de Locke, par exemple, sur le sujet, c'est une question religieuse. Et progressivement, avec le temps, ça devient une question politique. Mais ça s'est fait quand même, disons, alors, d'une façon que les conservateurs apprécient, c'est-à-dire lentement, avec le temps, prudemment, et petit à petit, on est arrivé quand même à trouver un certain nombre de compromis. La loi n'est pas la même dans tous les pays d'Europe. Parce qu'on ne va pas trop loin. Par exemple, The Economist a fait sa une récemment en disant qu'il y avait un recul de la liberté d'expression, notamment avec ce qu'on appelle le hate speech, le discours de haine, qui est de plus en plus réglementé par la loi. Alors, qu'est-ce qu'un discours de haine? Tout peut être un discours de haine. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou chez nous. Et en Europe, finalement, on a limité la liberté d'expression selon plusieurs critères, notamment la diffamation d'autrui, l'incitation à la violence, et puis, ce qu'on a appelé d'ailleurs dès la fin du XVIIIe siècle les fausses nouvelles, sachant que tous ces termes sont mouvants, parfois ils sont difficiles à caractériser, et parfois on va bien trop loin dans leur dénonciation, mais tout de même, ce que j'essaie de dire, c'est on défend en Europe en général une notion de la liberté d'expression qui n'est pas complètement absolue. Ce sont les Américains qui sont plutôt des absolutistes de la liberté d'expression via le premier amendement. Mais il y a quand même un paradoxe énorme dont on parle très peu, c'est qu'aux États-Unis, oui, le premier amendement protège votre liberté d'expression dans un certain nombre d'espaces, mais pas du tout partout. Dans certains espaces, comme les entreprises ou les universités, eh bien, l'autorité de l'institution est en droit de limiter très strictement votre liberté d'expression. Et moi, mon hypothèse, c'est que finalement, cette conception très très large du premier amendement a provoqué une sorte de retour de bâton, de très grandes restrictions du discours, d'où la condamnation du hate speech. Si vous voulez, dans un pays où vous pouvez dire, vous pouvez vous promener, vous êtes nazi, vous pouvez promener dans une ville habitée par des juifs, c'est peut-être pas complètement étonnant que des institutions comme les universités ou les entreprises surréagissent en disant attention, vous avez mégenré, attention, c'est du hate speech. Donc peut-être qu'il ferait mieux de s'inspirer de l'Europe en l'occurrence, où nous avons, d'ailleurs par la loi, progressivement mis les jalons pour protéger cette liberté. Voilà, donc je suis plutôt critique de M. Vance, en l'occurrence. Gaspard Koenig, est-ce qu'on n'a pas peur de la liberté d'expression aujourd'hui? Moi, j'ai une vision assez radicale, pour le coup, de la liberté d'expression. Le texte fondateur, c'est celui de John Stuart Mill, qui est quand même un Européen, un Anglais, dans On Liberty.
Et il est parfois utile de se rappeler pourquoi on a besoin de la liberté d'expression, parce qu'on en parle de manière un peu routinière. Alors on en a besoin bien sûr parce qu'on ne sait jamais où est le vrai et le faux. Donc ça veut dire qu'il faut assumer d'être dans un monde quand même où il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Et c'est ça qui justifie la liberté d'expression quelque part. C'est que comme on est toujours en train de rechercher la vérité et qu'on ne pourra jamais la tenir pour de bon, qu'elle est constamment en train d'être réfutée, il faut constamment réfuter pour progresser ou essayer la réfutation et rien n'est vrai. Les choses sont non fausses jusqu'à temps qu'elles soient prouvées fausses. Donc déjà ça c'est sur la recherche, enfin le progrès quoi, dans la recherche de la vérité. Et puis il y a un deuxième argument que mobilise John Stuart Mill et que je trouve absolument génial et fascinant et en fait beaucoup plus fort. Il dit si on n'a pas le droit de dire le faux, le vrai devient un dogme mort. Dead dogma. C'est-à-dire qu'on le répète de manière machinale et on ne sait plus pourquoi. D'ailleurs, comme aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté d'expression, on ne sait plus pourquoi on est pour la liberté d'expression. Et en fait, le fait d'entendre des propos insupportables, des propos pénibles, alors bien sûr que la liberté, c'est pénible. Je pense qu'une société libre n'est pas une société heureuse, ça c'est sûr. C'est toujours pénible de voir des gens qui n'ont pas les mêmes mœurs que nous, qui disent des choses qui nous insupportent, qui votent pour des gens qu'on déteste. C'est pénible, mais c'est cette tension-là qui fait la beauté d'une société civilisée. Et donc, entendre l'insupportable permet de se rappeler, de redonner une signification, une vigueur, une tension à la vérité. On se rappelle bien pourquoi. Si on entend un propos raciste, on se rappelle beaucoup mieux tout de suite pourquoi on ne l'est pas, pourquoi on a raison de ne pas l'être. Et puis franchement, de quoi avons-nous peur ? Ce genre de propos sont quand même très faciles à réfuter. Pourquoi demande-t-on à l'État ou à la puissance publique d'opérer une réfutation qui est au fond si aisée ? Donc je pense qu'on est dans des pays, enfin en plus comme je participe au débat public depuis 15 ans, j'ai quand même pu noter que la jurisprudence de la loi de 1881 est extrêmement libérale et que globalement il n'y a pas, sauf quelques incidents ici ou là, personne n'est muselé en France. C'est peut-être d'ailleurs pas tout à fait le cas aux États-Unis où les gens comme Vance sont pour la liberté d'expression des gens qui pensent comme eux. Parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu sur la liberté d'expression oui, beaucoup des salafistes. En France, par exemple, vous avez, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais Éric Zemmour a été condamné devant un tribunal pour des propos sur la Seconde Guerre mondiale et le maréchal Pétain, qui relevaient, à mon avis, du débat historique et pas du débat juridique. Enfin, pour le coup, on a des juges qui ont dit bon, bah, il n'a pas le droit de dire ça sur l'histoire. Voilà, moi, je pense qu'il avait tort sur le fond de la vérité historique, mais ça pose quand même la question de qui détermine du pouvoir des juges. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'incident. Oui. Je ne connais pas ce cas en particulier, mais je pense que quand même, globalement, on est à peu près dans un pays où on peut assez bien débattre, et où il y a d'ailleurs non seulement la liberté d'expression, mais aussi une multiplicité d'offres médiatiques qui fait qu'on trouve toujours une revue, un journal qui nous permet de nous exprimer et de trouver une petite communauté. Voilà. Mais effectivement, il faut se rappeler pourquoi on tient à cette liberté d'expression et pourquoi je pense, moi, qu'elle tend justement à trop se restreindre et qu'effectivement, on a tendance justement à confondre le droit et la morale et à dire bah, ça j'aime pas, donc il faut l'interdire. C'est pas le bon réflexe. C'est-à-dire non, j'aime pas, c'est insupportable, il faut le réfuter ou il faut s'en moquer. Enfin, il faut déployer notre ingéniosité rhétorique pour le mettre à bas plutôt que d'en appeler à la puissance publique qui est la solution de facilité et qui là génère pour le coup la tension et le ressentiment. Il y a quand même, je sais que Gaspard Koenig, vous êtes libéral, mais vous êtes prononcé pour l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. En tout cas, et vous avez d'ailleurs vous-même interdit à votre fille, je crois, d'utiliser TikTok. Est-ce que c'est pas une contradiction quand on est libéral ? Après tout, si les gens ont envie de s'abîmer dans les réseaux sociaux, y compris des gens de moins de 16 ans, est-ce qu'on ne doit pas les laisser libres ? Je pense qu'au contraire, pour ne pas infantiliser les adultes, il ne faut pas adultiser les enfants. Et que, précisément, par exemple, regardez, Locke, c'est un libéral. Ses pensées sur l'éducation sont des pensées assez autoritaires, assez rigides. Rousseau, qui est plutôt, je ne sais pas si on peut dire un penseur de gauche, enfin un socialiste, un penseur du contrat social, est au contraire beaucoup plus flexible sur l'éducation. C'est l'Émile qui apprend un peu par lui-même, qui cherche les choses. Et je pense qu'il y a cette idée que, alors c'est évidemment un peu fictif, mais enfin que la période de 0 à 18 ans, enfin la majorité, le moment où on acquiert les droits, elle est là pour former des cerveaux autonomes. Et que sur cette exigence d'autonomie minimale, l'adulte et aussi l'État ont quelque chose à dire. Il est bon que l'État exige
que l'ensemble des citoyens reçoivent une certaine éducation. C'est peut-être pas à lui de donner les moyens de cette éducation, mais c'est certainement à lui de poser les finalités de cette éducation pour qu'elle soit, comme on disait au XIXe siècle, aussi œcuménique que possible, que l'esprit soit exposé au maximum de thèses et d'opinions différentes pour éviter justement d'être enfermé dans une communauté et pour pouvoir faire son choix le plus librement possible. Et chez des cerveaux en formation, moi je suis pour, si vous voulez, légaliser le cannabis pour les adultes, mais interdire les réseaux sociaux pour les mineurs. C'est parfaitement cohérent. C'est que une fois qu'on a fait encore une fois, c'est très théorique, mais une fois que le cerveau est formé de manière assez saine, ensuite on peut admettre que l'adulte est à même de faire ses choix parce qu'il dispose de l'information nécessaire et de la capacité de jugement. Laetitia Strogebonner, vous êtes d'accord avec cette interdiction des Absolument d'accord. Alors, aux mineurs mais complètement d'accord. Je serais même pour l'interdiction des téléphones portables jusqu'à 16 ans. Et alors, c'est tout à fait fondé sur des travaux de recherche. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le chercheur Jonathan Haidt, qui a publié un excellent livre sur Génération anxieuse. Génération anxieuse, où il montre, donc de façon assez saisissante, les dommages que causent et ont causé les réseaux sociaux sur les adolescents, sur les filles et sur les garçons, des dommages qui sont différents d'ailleurs, mais bon, en gros, qui sont plus ou moins de l'anxiété, de la dépression sévère, voire pire. Moi, je suis très, je suis assez triste et même parfois un petit peu en colère de voir ce qu'on a fait à la jeunesse, en les plongeant en fait dans un monde virtuel qui donne tout, qui peut donner le meilleur comme le pire. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, on surprotège nos enfants, on ne les laisse plus sortir, on ne veut même plus acheter le pain tout seul. Ça aussi, c'est documenté, hein, on est beaucoup plus protecteur avec nos enfants. Dans le monde réel. Oui. Mais dans le monde réel, mais dans le monde virtuel, qu'on a pensé safe, qu'on a pensé être un petit cocon parce que l'enfant est chez nous, et bien là, on les a mis en danger. Et bon, là, je pense qu'on a ça en commun, peut-être pas au détail, tous les détails, mais je pense que tous les deux, Gaspard et moi, on est quand même assez sensibles à cet abêtissement généralisé qu'on a causé aussi chez ces jeunes. Ce que montre très bien Jonathan Haidt dans son livre, c'est que le premier problème du téléphone portable et des réseaux sociaux n'est pas tant ce qui se passe sur les réseaux, c'est un problème, mais c'est tout ce que l'adolescent ne fait pas à cause du téléphone. Tout ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire il ne sort plus. Il ne va plus voir ses amis. Et il n'apprend pas... Il ne s'ennuie plus. Alors, il ne s'ennuie plus, il ne s'émerveille plus. Et en fait, il n'apprend pas par, en gros, la confrontation avec un certain nombre de petits risques mesurés. Voilà, vous sortez de chez vous, vous êtes tout seul, vous allez voir vos amis. C'est des choses qui vous forgent le caractère. Eh bien, quand vous n'avez plus ça, quand par exemple, vous ne vous disputez pas avec vos amis en face à face, mais que vous le faites sur un réseau social où vous voyez au-dessus de tous... Donc en plus, il y a cet élément de honte qui intervient. Quand vous n'apprenez pas finalement à devenir un adulte dans la réalité, eh bien c'est perdu et j'ai envie de dire presque pour toujours. Il faudrait que les adultes montrent un peu l'exemple parce que je suis entièrement entièrement pas d'accord. exemplaire sur ce plan-là. Je le fais pour ma part. Dernière question, parce que l'heure tourne et il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais parler juste de la question de l'écologie parce que je sais qu'elle vous est chère. Gaspard Koenig, est-ce qu'il n'y a pas une énorme incompatibilité entre le libéralisme qui prône justement l'émancipation individuelle et le souci écologique, qui est quand même le souci du monde et de la collectivité et du monde qui va durer après nous, notre existence individuelle. Et comment est-ce qu'on peut être à la fois libéral et écologiste? D'abord, j'aimerais dire que comme ça a été mon cas, on entre dans la matière écologique et qu'on voit tout simplement les faits, en particulier sur les fondements de la biodiversité, ces faits nous obligent. Si vous voulez, dans un monde sans nature, il n'y a plus de liberté pour personne. Si on détruit les écosystèmes qui nous permettent de vivre, les discussions sur la liberté d'expression ou le revenu universel vont paraître bien théoriques parce qu'il n'y aura plus d'espèces humaines pour les entretenir. Donc il y a une urgence qui doit s'imposer à tous les penseurs de toutes les familles politiques parce que ce sont véritablement des faits. D'ailleurs, Margaret Thatcher était une des fondatrices, était à l'initiative du GIEC parce qu'elle disait, c'était une chimiste, elle disait « facts matter ». Il faut que ce soit des scientifiques qui nous disent ce qui se passe en ce moment dans l'atmosphère. Donc ensuite, évidemment, ça crée une tension, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a eu, et c'est une tension qu'on retrouve chez Tocqueville par exemple, dans un texte très émouvant qui s'appelle « 15 jours dans le désert ». Il finit son tour des États-Unis, qui donnera évidemment la très fameuse démocratie en Amérique. Et après, il écrit un texte qui est publié à titre posthume. Il fait une balade à cheval avec son ami Gustave de Beaumont pendant 15 jours.
il va dans les forêts primaires, dans les forêts intouchées par l'homme, où il voit des troncs d'arbres qui se décomposent naturellement. Il rencontre des communautés premières où règne l'égalité. Il a des accents lamartiniens sur la beauté des rivières, des arbres, sur la canopée. Et puis, il dit il faut en profiter car tout cela va disparaître. Comme si, et tout cela, quelque chose qui, par ailleurs, il appelle quelque part de ses voeux, enfin qu'il accepte, qui est le développement de la civilisation, de l'industrialisation, du progrès, comme s'il y avait à l'origine même du libéralisme une forme de regret. Et aussi le sentiment très fort que forcément aimer la nature, c'est aimer la liberté. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. Être heureux en forêt, être libre en forêt, être libre quand on traverse un cours d'eau et qu'il n'y a pas de barrière, c'est retrouver un sentiment de liberté très existentiel au fond. Alors, maintenant, ensuite, il y a j'allais dire des solutions. Alors, c'est vrai que l'anarchisme donne un horizon parce que c'est l'idée d'entretenir les communautés de manière écosystémique pour qu'elles reflètent leur écosystème naturel. Et puis, il y a tout simplement aussi la possibilité de concevoir des politiques publiques qui soient très claires sur l'écologie, mais qui ne soient pas forcément très bureaucratiques. Par exemple, aujourd'hui, vous avez dans le monde agricole un problème... pas se lancer là-dessus, enfin, le problème des sols est un problème absolument central. Si on mesurait la santé des sols plutôt que de faire appel à toutes sortes de contraintes extérieures, bureaucratiques, complexes, en fait, ça permettrait d'avoir des critères assez simples. Pour le coup, la collectivité est responsable, parce que le sol, il nous appartient, la terre, il nous appartient à tous, on en vit tous. Et ça permettrait de donner une obligation de résultat, et non pas forcément une obligation de moyens. Donc, je veux dire, on peut concevoir des politiques publiques d'accès à la nature aussi, de renvoyer les gens un peu sur les chemins, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on les barricade, et la loi donne les moyens de les barricader, qui permettent quand même de réconcilier ces deux pans. Mais c'est sûr qu'il faut renoncer... loin des ZFE et du DPE. Il faut renoncer à l'abusus, il faut renoncer au droit de détruire. Et finalement, quand on plonge quand on se rend compte qu'on est dans un milieu, eh ben, c'est toute notre conception du contrat social qui se transforme. Nos contrats sociaux du XVIIIe siècle, ils sont faits pour des espèces d'individus humains abstraits. On met plus ou moins de liberté, plus ou moins de solidarité, plus ou moins d'État, etc. Mais c'est des petits pions qui se déplacent dans une atmosphère complètement virtuelle. Une fois qu'on remet tout ça dans le milieu, dans l'écosystème, ça change, forcément, ça change. Laetitia Stroessbonard, vous avez été disciple de Roger Scruton, philosophe conservateur britannique, qui était un des rares conservateurs aujourd'hui à parler de l'écologie. Il a publié un livre, Green Philosophy, où il explique pourquoi il faut un conservatisme vert. Est-ce que selon vous, il y a un lien justement entre la pensée écologique et le conservatisme ? Complètement. Pour moi, la pensée écologique est conservatrice. D'ailleurs, la façon dont vous en parlez, Gaspard, me semble très conservatrice dans le bon sens du terme, très burkienne. Et vous parlez notamment d'un contrat, finalement, qui ne serait pas un contrat, mais Edmund Burke ne parlait pas de contrat social, par exemple. Il parlait de trust, de partnership. Il disait que la société n'était pas un contrat social, mais un partenariat. Un partenariat entre les vivants, les morts et ceux qui allaient naître. Bon, on peut ajouter la nature dedans, oui, et ça va très bien. Donc oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'à droite, aujourd'hui, et chez les conservateurs, la question de la nature n'est pas présente. Alors chez certains, elle l'est, je sais que vous y intéressez notamment, mais tout de même, ça manque beaucoup. Je pense que c'est probablement parce que l'environnement est devenu un cheval de bataille de la gauche, et un petit peu par esprit de contradiction, la droite a décidé de ne pas s'en occuper, ou pire, de nier les faits. Oui, complètement. Alors, je voulais tout de même vous poser une question sur votre vision de société écologique. Que faites-vous si les individus ne respectent pas ce système de valeurs, ou même s'y opposent, si donc dans cette société anarchiste que vous appelez de vos voeux, eh bien, la majorité des gens finalement décident de continuer à piller la nature, la détruire, que sais-je encore. Finalement, parce que quand on a vu la démocratie locale, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, les gens localement étaient pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et ça veut bien dire aussi qu'au fond, tout cela est fondé en valeurs, donc la morale est présente, y compris dans votre politique. Non, mais en fait, quelques minutes pour répondre. Voilà, une minute pour répondre, c'est toute l'idée des biorégions qui nous vient des États-Unis, qui est qu'en fait, on ne va pas attendre que les gens se convertissent à l'écologie pour dire c'est formidable, maintenant vous pouvez voter. Non, c'est l'inverse. C'est qu'en leur donnant une responsabilité démocratique sur leur territoire, on va naturellement les inciter à en prendre soin. Aujourd'hui, finalement, votre voisin, il met du glyphosate sur son champ, vous vous en foutez parce que vous allez acheter des produits à la Biocoop. Tout est intermédiaire, donc ce n'est pas votre sujet. Là où demain,
vous consommez ce qui a été produit sur votre territoire et vous avez des moyens d'organisation démocratique pour en délibérer, tout d'un coup, ça devient votre problème, ça devient le problème, en fait, du voisinage, et vous allez prendre soin de la communauté comme vous allez prendre soin de votre environnement, et c'est là qu'on va exercer une forme de liberté, qui est la liberté de participer, finalement, à l'écosystème et à l'évolution naturelle. Et au fond, c'est là que le libéralisme est très écologique par principe, c'est que cette idée d'ordre spontané, c'est vraiment l'idée centrale de l'évolution naturelle. C'est-à-dire que petit à petit, les espèces trouvent leur équilibre, et puis il y en a toujours une qui avance, et puis donc ça crée une rupture. Alors il faut qu'il y en ait une autre qui contrebalance, et puis comme ça, on progresse. Titias Rochebonnard, un dernier mot peut-être sur l'écologie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le souci de la beauté du monde qui est au cœur du conservatisme ? Bien sûr, et c'est aussi pour ça que les conservateurs préfèrent souvent le mot de nature à celui d'écologie ou à celui d'environnement et à celui de planète, parce que planète, ça semble très abstrait, ou même, voilà, ils aiment aussi le mot de terre. Et bien sûr, ça va de pair aussi avec l'attachement à la beauté et l'attachement tout simplement à l'émerveillement. Chez les conservateurs, en tout cas moi ceux que j'apprécie, vous avez cité Roger Scruton, donc ces conservateurs qui sont pour moi quasiment des écrivains avant d'être des philosophes, il y a un regard sur le monde qui est celui de l'amour, de l'émerveillement, de l'attachement. Et c'est vrai que comme gratitude. Exactement, de la gratitude, merci beaucoup. Et c'est vrai que, comme vous, j'ai ce sentiment quand je me promène en forêt, alors oui, de liberté, mais aussi de gratitude envers la beauté du monde. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai de la gratitude pour vous d'avoir accepté ce débat qui était passionnant. On aurait pu continuer longtemps parce que je pense que c'est un débat qui touche énormément de sujets, de l'écologie aux mœurs, en passant, on n'a pas parlé de la question de l'identité et peut-être même de l'immigration qui vient bousculer aussi la conception de la liberté que nous avons. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce débat. C'était le dernier de la saison du Club Le Figaro Idées. Merci d'avoir été nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différentes plateformes, à vous abonner à notre podcast. N'hésitez pas sur la route des vacances à réécouter les nombreux replays de ces émissions qui sont vraiment très variées, très riches. Quant à moi, je vous dis non pas à la rentrée, mais à l'année prochaine, puisque je devrais m'absenter quelque temps pour un heureux événement. Et donc, je ne serai pas là en septembre, mais je reviendrai en janvier 2026 pour poursuivre le Club Le Figaro Idées. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent été. À bientôt sur Le Figaro TV.